au rythme du Haut-Jura. Quand on parle de forêt d'altitude du parc du Haut-Jura, il est difficile de ne pas aborder le sujet du grand tétras ou coq de bruyère. Un oiseau emblématique du massif qui est pourtant en danger d'extinction en France. Dans l'épisode Gestionnaire forestier tout un métier, Steven, agent ONF, a clairement exprimé les enjeux de préservation de la biodiversité en forêt, que ce soit pour l'exploitation forestière ou les activités de loisirs. Le grand tétras et la gélinote des bois font partie de ces espèces bénéficiant d'une attention toute particulière. Pour démêler tout ça, on rencontre Alexandra de l'association Groupe Tétras Jura. Sensibilisation auprès du grand public, travail avec les gestionnaires forestiers, collaboration avec d'autres organismes de défense, j'imagine que le travail ne manque pas. Malheureusement, on se retrouve en salle, la forêt n'étant pas des plus accueillantes par temps d'orage. Mais je ne doute pas que les propos d'Alexandra seront à eux seuls vous captiver. Bonjour Alexandra! Nous allons directement rentrer dans le sujet de la protection des grands tétras, puisque l'espèce est décrite de façon complète dans l'épisode Le grand tétras, un drôle d'oiseau. Alors, c'est la série Curiosité, épisode 5, si vous voulez le retrouver. Ici, on se focalise sur la préservation de l'espèce. Quelles actions peuvent être mises en place pour protéger cet oiseau, tout en exploitant quand même les forêts ? Alors effectivement, le groupe Tétras Jura n'est qu'une association de protection de la nature et n'est pas propriétaire des forêts. Donc on est totalement dépendant soit des propriétaires, soit de leurs gestionnaires. En l'occurrence, 80% des grands tétras sont en forêt communale, dans le massif jurassien, et donc gérés par l'ONF. Donc le travail passe par un échange et j'allais dire presque un travail de coordination finalement entre les besoins de l'espèce et le gestionnaire des forêts et aussi l'accord du propriétaire puisqu'in fine l'ONF n'est là que pour gérer la forêt comme a dû le dire Steven. Donc nous ça passe déjà par vraiment mettre à disposition la connaissance, c'est-à-dire qu'un gestionnaire forestier il a besoin de savoir absolument où sont localisés les oiseaux pour pouvoir le prendre en compte dans sa gestion quotidienne, j'ai envie de dire. Donc on est là pour assurer ce passage d'informations. Et après, on va être là aussi pour accompagner les décisions, c'est-à-dire savoir dans une parcelle donnée quelle pourrait être la bonne gestion à mettre en place pour favoriser l'espèce, quels peuvent être les bois à conserver ou à contrario à marteler pour conserver des habitats de bonne qualité et surtout durable. Et l'élément vraiment important pour le grand tétras à avoir en tête, c'est que c'est une espèce à ce qu'on appelle à large domaine vital. Donc pour un oiseau, c'est à peu près 100 hectares de forêt, ce qui est absolument colossal. Donc il faut bien penser la forêt sur une très large échelle. Et c'est là où ça devient plus complexe pour le forestier, pour pouvoir penser vraiment la forêt, pas seulement à l'échelle de sa parcelle forestière, mais vraiment à l'échelle du massif, d'une entité forestière. Donc là, il y a besoin vraiment d'échanger au quotidien, voire de passer par des formations spécifiques qu'on va pouvoir organiser avec les techniciens de l'ONF. Tu as parlé d'habitats spécifiques pour cet oiseau. Quels sont-ils ? Tu peux peut-être nous les décrire ? Alors bien sûr, donc le grand tétras, c'est quand même un oiseau qu'on retrouve plutôt dans les forêts pays nordiques, scandinaves. On parle parfois de reliques glaciaires. En l'occurrence, on est plutôt dans des forêts mixtes, feuillus résineux. On doit trouver du sapin ou du pin pour la ressource alimentaire en hiver, puisque c'est un oiseau qui ne migre pas. Et on doit trouver aussi des habitats qui vont être très ouverts, où on va trouver soit de la myrtille, soit de l'herbe, ce qu'on appelle les herbacées, au sol, qui vont nourrir les oiseaux adultes en dehors de la période hivernale. Ces zones ouvertes, elles vont aussi être importantes pour l'élevage des jeunes, puisqu'on est sur un cousin sauvage de la poule domestique, et les poussins, pendant leurs 3 premières semaines de vie, ont besoin d'insectes et d'une ressource alimentaire très riche en protéines pour grossir très très rapidement. Et ces insectes, ces petites araignées, ces petites sauterelles, les oiseaux vont les trouver dans les zones de clairière assez ensoleillées où on va trouver les fleurs et donc les insectes qui vont avec. Donc on a vraiment besoin d'avoir une forêt en mosaïque, des secteurs plutôt denses et bien assez fermés qui vont les protéger des prédateurs et au contraire des forêts, des endroits plutôt ouverts où on va trouver de la chaleur et de la ressource alimentaire. C'est toute la complexité du forestier d'arriver à trouver et à fabriquer d'une certaine façon cette forêt
Donc la forêt du Haut-Jura, elle répond bien à ces besoins-là, puisqu'on est dans une forêt jardinée ou futaie irrégulière, selon comment on l'appelle. Et cette futaie jardinée, elle permet vraiment d'offrir ces différents types d'habitats sur des très larges surfaces. Et c'est pour ça que le grand tétras dans le Jura est encore à un niveau de population qui permet d'espérer sa sauvegarde, à contrario de massifs forestiers qui vont être un peu plus dégradés. On peut trouver du grand tétras dans des futaies régulières, typiquement par exemple dans les Vosges ou en forêt noire. Et là, la gestion, elle va se faire à l'échelle de la parcelle ou de demi-parcelle. Et là, ça va demander une autre approche de gestion pour le gestionnaire. Est-ce que vous avez pu mettre en place des travaux ou des réalisations pour favoriser ces habitats ? Oui, complètement. Alors, au-delà de la gestion au quotidien et de l'activité de martelage qui va se faire, c'est vraiment le travail de fond du gestionnaire forestier, on peut intervenir sur le sous-étage. C'est-à-dire le forestier, son geste plus précis de gestion, ça va être marquer les bois qui vont servir à la production. Mais la forêt, elle se pense depuis l'étage du sol, j'allais dire, depuis les semis, et cet étage-là, il a un rôle vraiment important pour le grand tétras parce que si on a une forêt très très dynamique, on peut dire très sale d'une certaine façon, avec beaucoup de jeunes arbres, le grand tétras, qui est un gros oiseau, n'a plus la place d'une part de se déplacer facilement, mais en plus ne retrouve plus cette ressource alimentaire. Donc on a du travail à faire pour dégager ce sous-étage et maintenir cette forêt assez ouverte. Donc ça passe par des travaux, et ces travaux, nous on peut définir les secteurs qui vont être les plus intéressants dans lesquels intervenir. Et là, après, nécessairement, on se tourne vers le gestionnaire et vers le propriétaire pour, d'une part, avoir l'accord et pouvoir mettre en œuvre des travaux. Et donc là, ça consiste essentiellement dans le massif jurassien, qui est un massif calcaire, à contrôler les semis de hêtres qui vont être les plus dynamiques dans le sous-étage et qui vont avoir tendance à étouffer cette ressource alimentaire qu'on cherche à favoriser. Donc là, typiquement, c'est du travail de tronçonneuse et de débroussailleuse pour créer des couloirs dans le sous-étage pour permettre aux oiseaux de profiter de cette ressource alimentaire. Donc ça concerne potentiellement des surfaces qui peuvent être importantes. Donc on a parlé de l'habitat, de la menace que peut représenter une mauvaise gestion, ou au contraire de ce que peut apporter une bonne gestion forestière. Mais quelles sont les autres menaces qui pèsent sur cet oiseau ? Une des menaces les plus importantes, j'ai tendance à penser maintenant dans le massif jurassien, c'est ce qu'on appelle la fréquentation humaine. Le grand tétras est un oiseau extrêmement farouche qui craint beaucoup la présence humaine au cœur de son territoire. Donc il le craint sur une période qui est longue, puisqu'on parle du début de l'hiver, grosso modo 1er décembre, 15 décembre à peu près, et jusqu'à la fin du mois de juin. Alors pourquoi cette période de 6 mois finalement ? C'est parce que pendant la période hivernale, donc le grand tétras ne se nourrit que d'aiguilles de sapin ou de pin, donc on n'est pas sur un plat hyper protéiné. Donc la stratégie de survie de l'oiseau, c'est réduire ses dépenses énergétiques, c'est rester le plus tranquille possible. Il a 2 prises de nourriture dans la journée, tout le reste du temps, il passe son temps à digérer cette matière ligneuse. Donc il ne faut absolument pas le déranger, parce que sinon il puise dans ses réserves énergétiques. Alors, il ne va pas mourir d'épuisement à force d'être dérangé et de s'envoler sans que ce soit prévu dans son schéma habituel. Mais par contre, c'est des oiseaux qui vont être beaucoup plus sensibles aux parasites, qui vont avoir de la peine à être réactifs face à des prédateurs. Et pour les poules, beaucoup plus de difficultés à faire des œufs viables et à élever les jeunes après. Au printemps, on a la reproduction. Et sur le mois de mai-juin, on a l'élevage des nichés. Donc l'ensemble de cette période-là est vraiment le cœur de la période sensible pour les oiseaux. Et donc là, tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à faire prendre conscience aux visiteurs, mais aussi aux activités économiques, que pendant cette période-là, les forêts du Haut-Jura doivent pouvoir rester tranquilles. Et ça, c'est encore des choses qu'on a du mal à faire comprendre quand même. Il faudrait pouvoir arriver à toucher visiteur par visiteur pour expliquer, comme je le fais là, les menaces, du coup, ce que ça implique vraiment pour la survie des oiseaux. Et c'est un travail qui est colossal. Steven, agent ONF, nous a parlé dans l'épisode précédent des arrêtés de protection de biotopes, APPB. Tu peux nous en dire plus sur cet outil de protection ?
Alors effectivement, les zones protégées avec un statut réglementaire, c'est vrai que c'est un outil de protection de la nature comme les parcs nationaux ou les réserves naturelles qui sont vraiment importants. Après, on ne peut pas mettre la totalité du Haut-Jura sous cloche. C'est pas possible quand même un arrêté de protection de biotope ne met pas sous cloche puisqu'on peut aller faire du ski, on peut aller faire de la randonnée. Pour autant, sur le reste de la surface et des zones où l'oiseau est présent, il faut pouvoir avoir effectivement des bonnes pratiques. Donc effectivement, ça passe par de la sensibilisation avec des expositions, des conférences, des panneaux d'information. On intervient pas mal aussi de plus en plus et avec nos petits moyens d'association dans les écoles aussi, auprès du jeune public. De ce fait, on touche aussi les familles. On est en train de mettre en place une exposition itinérante Attraction Animale pour parler de la biodiversité forestière. Donc ça, c'est sûr, c'est un pan extrêmement important. Après, il faut aussi avoir des décisions et des politiques publiques qui sont cohérentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté dire notre priorité, c'est de protéger un oiseau en danger immédiat d'extinction, puisqu'on pense qu'on a moins de 10 ans pour sauver le grand tétras dans le massif jurassien, ce qui est très peu. Et d'un autre côté, développer le tourisme 4 saisons, par exemple, sans prendre en compte l'espèce de façon importante. Donc il y a vraiment un enjeu, j'oserais dire, de militantisme, d'une certaine façon, à faire en sorte que cette biodiversité forestière, elle soit prise à sa juste valeur dans les décisions d'aménagement du territoire. Donc là, il y a vraiment un travail de fond à mener, en plus des travaux en faveur de l'habitat dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent, touristes ou habitants, pour, à leur échelle, faire leurs petits gestes de protection pour le grand tétras ? Alors, il y a des gestes qui sont assez simples, finalement. C'est quand on vient visiter le Haut-Jura, quand on vient profiter des forêts jurassiennes. Et peu importe la saison, c'est déjà de se renseigner en amont, de savoir si on va être dans une zone naturelle protégée ou pas. Dans le massif jurassien, on a donc les arrêtés de protection de biotope. On a aussi une réserve naturelle nationale. Dans ces deux type de zone, on a une réglementation qui est vraiment construite de façon à protéger les oiseaux. Donc après, la bonne pratique, c'est de respecter cette réglementation. Donc ça, c'est le premier élément. Après, quand on est partout ailleurs en forêt, des gestes qui vont être très simples, c'est si par exemple on a un chien, c'est absolument de le tenir attaché en forêt. La simple présence d'un chien perturbe la faune sauvage, d'autant plus vrai si l'animal n'est pas attaché. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Ensuite, ça va être de se comporter en considérant qu'on pénètre dans le territoire d'une espèce et qu'on n'est pas chez nous dans ces territoires-là, et donc ça demande une forme de respect à la fois évidemment sur la végétation, mais surtout pour la faune. Donc on ne crie pas dans tous les sens, on ne jette pas ses déchets, et surtout on reste sur les chemins, parce que la faune sauvage a bien intégré ses tracés, ses linéaires, et fait très bien la distinction entre les périodes et les saisons. C'est-à-dire un GR de randonnée d'été n'est pas autorisé pour la pratique de la raquette ou le ski de randonnée nordique, par exemple. Donc on respecte la saisonnalité des sentiers et on profite de la nature dans le calme pour profiter des chants d'oiseaux du Haut-Jura. Finalement, c'est des gestes qu'on peut adopter pour le grand tétras, mais en fait, ils sont valables pour toute la faune sauvage du Haut-Jura. Oui, c'est exactement ça. C'est que en protégeant le grand tétras, on préserve la totalité de la biodiversité forestière et des espèces qui sont soit moins connues, soit encore plus discrètes que le grand tétras. Vous avez parlé de la gélinote des bois tout à l'heure. On peut parler des petites chouettes de montagne, on peut parler des pics ou de toutes sortes d'insectes. Donc le grand tétras est vraiment l'espèce finalement un petit peu porte-étendard de ces forêts du Haut-Jura. Et effectivement, les bonnes pratiques que j'ai données, finalement, c'est des règles de bon sens qu'on peut avoir en forêt, qu'on pourrait avoir dans des zones humides ou même des pâturages quand on a affaire à des troupeaux. On l'a longuement dit dans les épisodes précédents, sous couvert d'un aspect naturel, les forêts jurassiennes sont utilisées par l'homme, donc production de bois et loisirs. Est-ce problématique pour le grand tétras, cette présence ou surprésence des humains ? Effectivement, en fait, elle commence à poser vraiment problème. Ce sujet-là, on appelle ça la fragmentation. C'est-à-dire que les forêts sont découpées, redécoupées à la faveur de la création d'une route, d'un sentier de randonnée, d'une piste de ski, et on le démultiplie à chaque nouvel itinéraire qu'on va créer pour répondre à une demande de VTT, par exemple, ou parcours équestre, etc. Et donc, pour le grand tétras, c'est une vraie
un vrai problème pour le grand tétras et pour l'ensemble de la faune sauvage finalement, parce qu'il faut bien penser que pour le grand tétras, un sentier qui pour nous peut paraître relativement anodin et peu impactant, parce que la plupart du temps il va être en terrain naturel en plus, en fait le grand tétras, pour se préserver de la menace humaine, va mettre en place ce qu'on appelle une zone tampon, donc une zone de sauvegarde de chaque côté du sentier qui va courir sur au moins 150 mètres de chaque côté du sentier. Sur cette surface-là, le grand tétras évite absolument de pénétrer cette zone parce qu'il considère qu'il a trop de risques à être en présence de l'humain qui est considéré comme une menace. Donc en fait, on se rend compte que les forêts du Haut-Jura ont beau avoir un aspect naturel, elles sont complètement marquées par la présence humaine et ça réduit en fait de façon très nette les habitats qui sont finalement disponibles pour le grand tétras, comme des zones refuges et des zones de tranquillité, d'autant plus importantes en hiver et pendant l'élevage des jeunes. Il faut vraiment imaginer la forêt finalement comme mettez-vous au milieu d'un nœud d'autoroute et essayez de traverser un nœud d'autoroute sans vous mettre en péril pour rejoindre un point A à un point B, et le grand tétras va être dans la même situation. Donc c'est vraiment une thématique extrêmement importante quand on pense l'aménagement d'une forêt, l'aménagement d'un territoire, de faire en sorte de réduire l'empreinte humaine sur ces espaces naturels. La sensibilisation fait partie intégrante de vos missions. Quelles actions de ce type tu pourrais nous citer par exemple ? Alors on a effectivement la sensibilisation, pour être efficace, il faut qu'elle touche vraiment tous les publics avec un message précis pour chaque groupe de personnes. On ne peut pas sensibiliser des enfants de 7 à 10 ans comme on va parler à un adulte. Et de la même manière, pour les professionnels, notamment les gestionnaires forestiers, il faut avoir des outils de formation qui vont être les plus techniques et précis possibles pour qu'ils puissent, eux, s'en servir dans leur gestion au quotidien. Donc on a créé, avec l'aide de l'INRAE, qui est un organisme de recherche, un site qu'on a appelé le Martello-Coq. Donc c'est un espace qui fait 1 hectare de forêt, où tous les arbres ont été identifiés, c'est-à-dire qu'on a pris évidemment leur essence, mais aussi le diamètre, la hauteur, la forme des branches aux 4 points cardinaux, et on a posé ça dans un logiciel qui s'appelle Samsara et qui permet de modéliser la forêt avec le relief et de faire notamment des images 3D. Alors ça c'est assez basique et vous allez me dire c'est pas ça qui va servir à la formation concrètement. Donc en fait concrètement comment on s'en sert ? On va mettre les techniciens dans une position de martelage virtuel. Donc le martelage, c'est l'action de marquer les bois qui vont être coupés. Et on va leur dire, voilà, l'exercice, c'est vous avez une forêt, vous devez la gérer pour faire de la production, pour répondre aux besoins du propriétaire, mais aussi pour préserver le grand tétras. Charge à vous de maintenir cette mosaïque d'habitat, de garder du sapin, de créer des zones ouvertes, etc. Et à la fin de l'exercice, on fera un petit débriefing ensemble. Donc chaque forestier va noter les numéros des arbres qu'il va choisir de marteler. Et nous, ensuite, on va les passer, ce que j'appelle à la moulinette, en fait, dans la moulinette du modèle mathématique. Et on va couper virtuellement ces arbres, mais on va aussi faire pousser virtuellement la forêt pendant 10, 20, 30 et jusqu'à 50 ans en reproduisant à chaque fois le schéma de coupe qui a été fait. Et après, on en parle ensemble. On voit si les volumes qui ont été pris étaient trop importants finalement par rapport à la dynamique forestière. Si, avec le martelage, on a trop favorisé le feuillu ou au contraire, on l'a beaucoup trop coupé. Et ça permet de discuter de cas très concrets en fait, avec les forestiers. On accueille aussi des étudiants, on accueille aussi des propriétaires et des élus. Et ça permet de rendre concrets ces concepts de gestion forestière qui sont quand même vraiment pas évidents. Parce que finalement, quand on coupe un arbre, il faudrait attendre 200 ans pour voir l'effet que ça a produit sur la forêt. Donc là, ça permet de gommer ce problème-là et d'illustrer de façon très concrète l'effet de la gestion forestière. Donc c'est vraiment un outil intéressant. Ce qui est vraiment pleinement intéressant, c'est aussi le fait que vous travaillez main dans la main avec les gestionnaires forestiers et que ce n'est pas une opposition, la gestion forestière et la préservation de la biodiversité. Ce qui est intéressant à bien avoir en tête et pourquoi ça fonctionne aussi avec le monde de la forêt et la filière forêt au sens large, c'est que présence du grand tétras ne veut pas dire impossibilité à faire de la production de bois en forêt. Le tétras en futaie jardinier est présent parce qu'on coupe
des arbres. C'est là où ça paraît un petit peu antinomique, mais en coupant ces arbres, on crée cette mosaïque, on crée cette ouverture dans les habitats et on permet au tétra de disposer de tous ses besoins dont il a sur son territoire. Sans gestion forestière, sans coupe de bois dans le Haut-Jura, on pourrait aller vers ce qu'on appellerait des forêts naturelles, avec toutes les précautions que ça demande, mais on aurait petit à petit des forêts qui se refermeraient, lié au fait que les arbres grossissent, les houppiers prennent toute la lumière et le sous-étage devient extrêmement sombre et ne permet plus à la myrtille et aux herbacées de se développer, donc ça veut dire plus de ressources alimentaires. Il faudrait attendre que la forêt retrouve un stade d'effondrement avec beaucoup de bois morts, etc., pour retrouver des habitats favorables au tétra. Mais là, on parle d'une échelle de temps qui est de 50, 100 ans. On a dit qu'on a 10 ans pour sauver le tétra, donc forcément, on a besoin de l'exploitation. Après, il faut effectivement qu'elle se fasse avec toutes les précautions, les périodes de tranquillité, pour que l'espèce puisse cohabiter avec la production. C'est pas juste une posture ou pour faire bien dans le podcast. On a eu des périodes de tension et je pense que c'est inévitable. Pour autant, le monde de la forêt a bien compris que la biodiversité fait partie intégrante en fait de ces forêts du Haut-Jura. Je l'ai dit, le grand tétra, elle porte étendard, mais c'est vraiment bien plus large que ça. Et donc, il y a vraiment maintenant un travail de bonne entente qui se met en place et vraiment une coopération fine qui est extrêmement plaisante. Les enjeux sont énormes en fait par rapport à ce qui se passe dans les forêts jurassiennes maintenant, et si on ne travaille pas main dans la main, on pourra pas s'en sortir. Donc c'est une bonne chose, il faut continuer dans cette dynamique si on veut sauver le tétra. Moi je pense qu'on peut y arriver, et heureusement que les techniciens ONF, leurs décideurs et les hiérarchies sont dynamiques en ce sens-là. Merci Alexandra pour toutes ces précisions, et peut-être que si vous êtes très chanceux, peut-être que vous verrez un grand tétra. Merci. Merci beaucoup. Alexandra nous a donné le mot de la fin positif. Si on s'y met maintenant et ensemble, le coq de bruyère peut peut-être être sauvé dans le Jura. Et ce, sans mettre sous cloche le territoire. Cependant, tout est question d'équilibre, et nous, humains, devons aussi partager l'espace, c'est-à-dire respecter habitat, ressources et zones de déplacement des espèces. Car le grand tétra est loin d'être le seul oiseau vivant dans nos forêts. Dans le prochain épisode, on apprendra à reconnaître les différents chants d'oiseaux caractéristiques d'ici. Pour cela, on retrouvera Axel, c'est là qu'on voit si vous suivez. Souvenez-vous, c'est notre chargé de mission forêt du parc qui prend le micro dans l'épisode 1, Plus que des arbres. Un épisode à écouter ou réécouter sur vos plateformes favorites ou notre site. Alors, à très vite pour le chant des oiseaux sylvestres. Un podcast proposé par le Parc naturel régional du Haut-Jura avec le soutien des régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.